Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce nouveau webinaire qui traite de la gestion des résistances au changement. Cette session vous est proposée par ProSci Europe, constituée depuis le 5 avril de cette année par la reprise par ProSci de Nexum et CMC Partnership. Dans un discours récent par le PDG de ProSci sur la saturation du changement en octobre dernier, quelques données récentes ont mis en évidence le niveau d'état de fatigue ressenti par les organisations aujourd'hui. De quoi parle-t-on exactement? Alors, d'un côté, ProSci interroge sa communauté de change managers et, 73% d'entre eux affirment que les organisations sont proches du point de saturation et leur capacité à absorber de nouveaux changements l'a même dépassé dans la plupart des cas. Au même moment, 76% des CEO interrogés par PwC affirment que la capacité de leur organisation à changer, et même à changer de plus en plus vite face à un environnement extrêmement volatile, eh bien cette capacité est pour ces CEO une nécessité pour rester compétitif. Au centre de ces deux forces qui s'opposent se trouvent évidemment des êtres humains. Par ailleurs, les études les plus récentes en neurosciences mettent en lumière un autre paradoxe. D'un côté, de nombreux mécanismes cérébraux, très anciens et souvent inconscients, nous poussent à résister au changement pour conserver le status quo. De l'autre côté, d'autres mécanismes sont à l'origine d'une attirance pour l'exploration et la nouveauté. Ces deux apparentes contradictions illustrent bien l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui quand il nous incombe de prendre en charge la gestion des résistances dans un plan d'accompagnement au changement. La mission semble impossible a priori. Cependant, quelques éléments clés de compréhension de ce qui se passe et une approche structurée de conduite du sujet offrent des pistes que tout change manager peut mettre en œuvre. C'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui d'ici quelques minutes. Ce webinaire sera donné en français par Claire Guyot. Claire est une de nos consultantes les plus expérimentées. Elle a rejoint Nexum en 2019 après 20 années passées chez Nokia, dont 9 consacrées à accompagner plus de 50 équipes et plus de 25 000 personnes dans des projets de transformation de dimension internationale. Claire ne vous apporte pas aujourd'hui uniquement sa maîtrise de la méthodologie ProSci, mais aussi une longue expérience à gérer des résistances, justement. Je vous encourage d'ailleurs à soumettre vos questions tout au long de la session. Nous y reviendrons durant le dernier quart d'heure. Bienvenue à ceux et à celles qui viennent de nous rejoindre. Essayez de monter dans le train. Ne vous inquiétez pas, le webinaire vient à peine de commencer. Avant d'ailleurs d'avancer, de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner quelques détails pratiques sur le déroulement du webinaire. Vous pouvez à tout moment poser vos questions en utilisant en bas de votre écran l'icône Q&A, questions et réponses, et soumettez vos questions par ce canal-là. Comme je vous l'ai indiqué, nous y répondrons en fin de présentation. Si vous avez des questions d'ordre technique, eh bien, utilisez le bouton chat plutôt et j'essaierai, dans la mesure de mes moyens, de vous aider le mieux que je peux. Nous vous demanderons aussi d'utiliser l'application Poll Everywhere pour vous poser quelques questions au cours de la session sur certains sujets. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? C'est relativement simple. Il suffit de vous connecter au site web en utilisant l'URL qui est indiquée à l'écran et en choisissant la chambre de discussion qui est intitulée Nexum 2. Une fois que vous aurez fait cela, il vous restera à rentrer votre nom ou simplement votre prénom ou un pseudonyme de votre choix et à rentrer dans la salle pour pouvoir participer à nos sondages. Vous pouvez éventuellement télécharger l'application Poll Everywhere sur votre mobile à partir de l'App Store d'Apple si vous avez un iPhone ou depuis Google Play si vous utilisez un téléphone qui tourne sur Android et de nouveau de rejoindre la chambre Nexum 2. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui se trouve à l'écran. Vous serez directement conduit vers le site web de Poll Everywhere et la chambre dans laquelle seront proposés les sondages. Voilà. Pendant que vous vous connectez à Poll Everywhere, laissez-moi répéter brièvement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Ceux qui suivent régulièrement nos webinaires savent que la méthodologie ProSci est une méthode holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en charge la totalité des aspects liés à la conduite d'un changement. Il n'est donc pas étonnant qu'une large part de la méthodologie soit aussi consacrée à la gestion des résistances, que tous les rôles qui participent au projet de conduite aient un rôle à jouer dans la gestion de ce frein vers l'obtention des résultats de nos projets.
Au bout de cette édition, nous espérons que vous repartirez avec une vue claire sur les symptômes de la résistance et ils ne sont pas toujours bien évidents à déceler, mais aussi sur les principaux leviers dont vous disposez pour mettre en place un plan de gestion et qu'à l'avenir, vous puissiez avoir un impact sur la réduction de cette résistance et ainsi augmenter le résultat ou le return de vos projets. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Claire, je te cède la parole. Claire, oui, voilà, tu étais en mute. Merci beaucoup, Renaud. Tout le monde m'entend bien? On t'entend C'est parfaitement, en bon tout pour cas, moi en toi. tout cas. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Et tout le monde voit bien mon écran. Hop, voilà. Alors, je suis très heureuse en fait de vous retrouver aujourd'hui pour approfondir la question de la gestion des résistances dans le changement, qui est un sujet ô combien sensible, notamment en fait pour les managers, mais pas que. Ça va être intéressant de regarder tout ça. Et d'ailleurs, le mot résistance, c'est un des mots-clés qui est le plus utilisé dans la barre de recherche du site web de ProSci. Peut-être que vous avez d'ailleurs vous-même fait cette recherche. Donc, ce qui est intéressant dans le mot résistance, c'est qu'il est souvent associé à une connotation négative, souvent très liée hein, à la notion de changement, bien sûr, mais la notion de changement apporte aussi de la nouveauté. Donc, c'est intéressant de regarder cette dualité entre l'aspect négatif et cet aspect de nouveauté qui est apporté. Donc, ici, on aimerait donner, je dirais, une définition simple du mot et ProSci, voilà, la définit ainsi. La résistance, c'est un acte ou un cas d'opposition pour différentes raisons. Et c'est ces différentes raisons aussi qui sera intéressant de regarder. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire, comme l'a mentionné Renaud. On va d'abord s'attacher à regarder finalement qu'est-ce que c'est que la résistance, quelle est sa nature profonde, comment la détecter, hein, quels sont les symptômes. Et ensuite, comment vous pouvez aussi participer, anticiper et gérer proactivement cette résistance pour ensuite pouvoir l'atténuer. Donc, l'idée, c'est de regarder quelles sont les actions que vous allez pouvoir prendre sur le projet que vous gérez ou alors sur le projet qui vous impacte ou sur un projet sur lequel vous êtes vous-même résistant. Donc, ce que je vais vous proposer en fait d'adopter comme attitude ou comme perspective tout au long de ce webinaire, c'est de mettre votre casquette de praticien du changement, mais aussi une casquette d'une personne qui peut être impactée par un changement et qui peut résister. Donc, ayez en tête hein, cette double perspective quand on va balayer ce webinaire. Vous le savez peut-être déjà, on va regarder effectivement quelle est la nature de la résistance. Et la première chose hein, qui est écrite ici, c'est de ne pas sous-estimer la puissance du confort de l'état actuel. Parce qu'effectivement, quand on va annoncer un changement, on va demander aux personnes qui vont devoir être impactés par ce changement et au final l'adopter, on va leur demander de sortir de leur zone de confort et de leur zone actuelle dans laquelle ils se sentent bien. Donc, c'est voilà, une résistance, c'est une réaction qui est naturelle au changement. C'est une réaction à la fois psychologique, hein, physiologique. Quand on annonce quelque chose de nouveau, voilà, le cerveau réagit et on peut pas, voilà, on peut pas vraiment le contrôler. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que il va falloir travailler justement pour atténuer la résistance. L'objectif, ça va être vraiment de la limiter au maximum, d'en atténuer ses effets quand elle se produit, mais vous n'allez pas pouvoir l'éliminer complètement. Donc, il va y avoir des propositions hein, justement pour savoir comment atténuer cette résistance. C'est important, en tout cas, de bien l'anticiper et d'avoir en tête que, voilà, quoi qu'il arrive, quel que soit le changement que vous allez annoncer, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il ait un impact majeur ou mineur, il faut prévoir, il faut anticiper d'avoir de la résistance. C'est intéressant, j'ai un exemple concret quand j'ai travaillé sur une formation justement pour préparer des managers
à bien accompagner leurs équipes dans le changement, il y a dans cette formation un chapitre, bien sûr, sur la gestion des résistances. Et je leur demandais, par rapport au projet de déploiement qu'ils allaient devoir faire, donc c'était déployer un ERP dans une entreprise très high-tech d'environ 2000 personnes, où on avait une majorité d'ingénieurs qui avaient développé leurs propres solutions techniques, donc leurs propres outils. Les managers disaient, en fait, on attend, les collaborateurs, nos équipes attendent avec impatience le déploiement de ce nouvel ERP parce qu'on aura une façon harmonisée de travailler. On utilisera tous le même outil, le même système, les mêmes process et ça nous simplifiera la vie. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison que les collaborateurs résistent. Donc, ça, c'était, j'allais dire, bien avant le go live de cette solution et bien avant les formations que les différents collaborateurs qui étaient impactés ont pu avoir. Donc, je leur ai dit, écoutez, c'est parfait pour vous si vous n'avez pas de résistance, mais ça m'étonne que vous n'en ayez pas à un moment donné, justement, dans le déploiement du projet. Donc, n'hésitez pas à faire attention à certains signes, à certains comportements de vos collaborateurs. Et puis, tenez-moi au courant, mais voilà, sachez qu'elle va arriver. Je suis revenue au mois de mai-juin, une fois que la solution avait été déployée. Et là, quand je suis retournée discuter avec les managers qui avaient suivi cette formation, là, effectivement, j'ai eu des retours en me disant, ah quand la solution a été live, on a commencé à avoir nos collaborateurs qui revenaient vers nous parce qu'effectivement, la solution qui avait été déployée n'était pas complètement ce qu'ils attendaient. Il y avait des fonctionnalités qu'ils avaient, eux, développées dans leurs propres outils qu'ils ne retrouvaient pas. Donc, voilà, on a commencé à avoir de la résistance. Donc, j'ai été rassurée d'une certaine manière. Et ensuite, on a travaillé avec eux pour mettre en place des plans, du coup, pas de prévention, mais de gestion de la résistance. Là, ce qu'on va regarder aujourd'hui beaucoup dans ce webinaire, c'est comment est-ce qu'on peut anticiper la résistance, éviter qu'elle n'apparaisse. Après, une fois qu'elle est là, il y a aussi d'autres tactiques à mettre en place. Donc, ça va être important de ne pas se laisser surprendre, de bien accepter qu'à un moment ou à un autre de l'avancement de votre projet, de l'avancement du déploiement du changement, la résistance va apparaître. Il faut toujours l'accueillir. L'expression de la résistance, c'est quelque chose d'important, c'est un signal fort qui va vous permettre après de mieux travailler sur l'adoption du changement. Donc, une façon simple de capter, par exemple, la résistance, ça peut être, là maintenant qu'on a le retour au travail sur site, si je puis dire, un peu plus formalisé, c'est de pouvoir aller à la machine à café juste après l'annonce d'un changement par le sponsor ou le jour de la mise en production, justement, pour voir un peu comment les équipes réagissent. Vous pouvez aussi, si vous êtes dans des organisations peut-être très larges et que la machine à café ne suffit pas, vous pouvez aussi lancer des questionnaires formels ou informels pour capter justement les choses qui commencent à ressortir suite à l'annonce du changement. Ou vous pouvez également avoir des entretiens peut-être un peu plus personnalisés avec certaines parties prenantes, avec certains managers pour pouvoir tâter en fait le terrain. Donc, c'est vraiment un axe sur lequel il est important de travailler, de se préparer et d'équiper notamment les managers pour les aider à anticiper et à gérer les résistances dans leurs équipes. Donc, la question, ce n'est pas vraiment de savoir si on va rencontrer de la résistance, mais comment on va accompagner au mieux les collaborateurs et les managers à travers leur processus de changement et comment on va travailler sur leur résistance. Donc, j'aimerais maintenant avoir votre retour d'expérience, bien sûr, en utilisant l'application Poll Everywhere. Vous vous connectez à www.pollf.com, le username c'est Nexum2, pour nous dire finalement à quoi ressemble la résistance dans le cadre de vos changements actuels ou dans le cadre de vos changements passés. Finalement, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous voyez en termes de comportement, par exemple, de leur part? Qu'est-ce qui vous fait dire finalement que la personne résiste? Donc là, on a des situations de personnes qui sont pas bien, donc la notion de mal-être qui est physiquement certainement visible, des
phrase, je suppose, hein, c'est moins bien qu'avant, ça on l'entend très souvent. Le fait effectivement de voir que l'outil en question, par exemple, n'est pas utilisé, ou une personne carrément, je dirais, franche, hein, qui va dire non. Les burn-out, je suppose que c'est voilà, des personnes qui vont peut-être partir, enfin voilà, se mettre en arrêt de travail, entendre des rumeurs. Voir également des comportements d'inertie, donc pas de mouvement finalement après l'annonce du changement. On ne fait rien. De la peur, donc qui peut être aussi caractérisée. Des émotions fortes, on va revenir avec tout ça. Le crainte de manque de compétences, tout à fait. La notion de saturation, donc il y a trop de changements, c'est ce dont parlait Renaud juste en introduction. Refuser d'innover, effectivement, car confort de l'habitude, hein, on en revient à cette notion de zone de confort. Et voilà, le stress, pas d'engagement, le manque de temps, de disponibilité. Donc, de se sentir certainement surchargé et toujours à courir pour pouvoir faire le travail correctement. Des cas d'opposition très franches, et là au moins c'est vrai qu'on voit facilement, je dirais, la résistance. Pas d'investissement dans les ateliers, donc ça c'est plus ce qu'on pourrait caractériser de résistance passive. Voilà, c'est la troisième réorganisation, ça ne fonctionnera pas comme les deux premières, ou ça ne devrait pas marcher puisque les deux premières n'ont pas marché. La peur de l'inconnu aussi, donc ça c'est très intéressant parce que ça nécessite de bien travailler, de bien communiquer sur vers où on va finalement, hein, d'avoir une histoire du changement, je vais y revenir, bien claire pour pouvoir rassurer sur le futur. L'absence de reconnaissance, bien sûr. Ça me saoule, c'était mieux avant. Voilà, on l'a entendu déjà. La crainte de revivre des expériences passées négatives. Donc ça, c'est intéressant parce que ça parle du vécu en fait de chaque collaborateur et de la façon dont justement les différentes transformations ont pu être menées et célébrées ou justement pas célébrées. Et réussi ou pas réussi. Et donc, ça aura créé une certaine culture dans l'entreprise aussi, soit d'échec des changements, soit au contraire de réussite des changements. On y reviendra. Des craintes pour voilà, pourquoi changer ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur comment justement travailler et faire comprendre aux personnes impactées qu'il y a des bénéfices à avoir ou que le changement qui arrive va pouvoir leur apporter quelque chose de positif ou de différent mais constructif dans le quotidien. La démotivation, de la perte de sens, voilà, trop de changements, on l'a vu dans la partie saturation. On a déjà essayé. Parfait. Écoutez, c'est très riche tout ça. On va le matérialiser un petit peu différemment. Vous verrez tout à l'heure. Il y a des choses que vous partagez là, qu'on pourra retrouver dans certaines justement catégories de types de résistance que Prosai décrit. Voilà. Pas de vision claire ni partagée. On reviendra sur cette notion de vision qui est très, très importante, en tout cas pour anticiper la résistance. Merci beaucoup de tous ces partages. C'est toujours très riche, donc n'hésitez pas à continuer pour les prochains Paul Everywhere. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ProSci, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est en fait un organisme de recherche américain, hein, qui veut dire Professional Science et qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, en fait, travaille sur l'analyse des transformations dans les entreprises, hein, dans le monde entier, comme vous pouvez le voir, et qui travaille sur plusieurs sujets, hein, liés à la transformation pour savoir, par exemple, comment mieux intégrer la gestion de projet avec la gestion du changement, comment mieux communiquer, quels sont les rôles clés dans la transformation qui vont permettre, en tout cas, favoriser le succès de la transformation, quels sont les indicateurs de mesure, justement, de la transformation, et également, plus spécifiquement, la gestion de la résistance. Donc, sur cette thématique, hein, qui est une thématique que Prosai regarde tous les 2 ans, à chaque fois qu'il fait son étude de marché. C'est intéressant en fait, donc il y a des résultats que je vous partagerai un peu aussi au fil de l'eau du webinaire, des résultats qui sont très intéressants. Et il y a 2 ans, il y a également eu une étude beaucoup plus poussée sur le sujet en tout cas. Donc ça, c'est des documents de bonne pratique qui sont disponibles sur le site web de ProSci. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai regardé là récemment, c'est que dans la dernière édition de la recherche, hein, la 12e édition qui est parue cette année, il y a des données un peu plus poussées qui ont été partagées et qui montrent que la culture joue aussi un rôle majeur dans la résistance au changement, donc la culture de l'entreprise.
Le manque d'engagement dans le changement et de support de la part du leadership contribue également à l'apparition de la résistance. Un point qui a été également soulevé donc, par Renaud en introduction, c'est la fatigue et la saturation, vous l'avez mentionné, hein, en lien avec la gestion du portefeuille de projet, qui sont aussi des éléments à prendre en considération et qui permettent d'identifier la résistance. Donc, avoir en fait des ressources dédiées en gestion du changement et avoir une communication efficace, on le verra, ça va permettre aussi de mieux gérer cette résistance. Donc, je vous encourage maintenant à retourner sur le pôle Everywhere, donc www.polev.com/, donc Nexum 2, et à me dire, alors là, vous n'avez qu'un seul choix, mais l'idée, c'est de pouvoir cliquer sur la résistance la plus importante ou ce que vous avez rencontré le plus souvent dans votre carrière en termes de type de résistance. Est-ce qu'on est plutôt sur voilà, des comportements de désengagement, des personnes qui sont plutôt calmes, indifférentes, où on ignore un peu les communications, ou au contraire des personnes plutôt négatives, des gens qui vont se plaindre, qui vont être plutôt dans le sarcasme, dans la rumeur, vous l'aviez cité. Ou alors, est-ce que vous allez voir des comportements plutôt d'évitement, des gens qui vont avoir des solutions de comportement, de contournement, qui vont peut-être retourner à leur ancienne façon de faire, qui vont ne plus voilà, abandonner un peu leurs responsabilités, laisser tomber quelque part, ou alors des réactions plus émotionnelles, vous l'avez cité aussi, la peur, voilà, de la tristesse, peut-être de la colère, du stress. Quelqu'un avait parlé de stress également. L'impact sur le travail, la baisse de la productivité, voilà, j'ai pas le temps, je ne suis pas disponible. Vous avez parlé de burn-out par rapport à l'absentéisme aussi. Une autre catégorie, c'est effectivement cette volonté de vouloir contrôler, donc des gens qui vont poser beaucoup de questions, qui vont influencer les résultats, qui vont essayer de défendre justement l'état actuel, le c'était mieux avant, vous l'avez mentionné. Une autre catégorie qui va être de faire obstacle, avoir des excuses, avoir une stratégie un peu de secret, perdre de confiance, ou carrément des mauvais comportements avec voilà, des disputes, de l'agressivité, une forme de sarcasme aussi en célébrant les échecs, ou une forme d'agressivité. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup pour tous ces partages. Là, c'était vraiment ce que je vais vous partager justement juste après pour voir un peu par rapport à l'étude de Prosai qui a été faite sur ce sujet-là, si effectivement ce que vous venez de nous partager est en cohérence, en tout cas avec ce qui a été partagé par Prosai. Donc, je vais passer à la diapositive suivante pour vous partager les résultats là, de la recherche de Prosai. Et on voit effectivement que par rapport à ce que vous avez pu répondre, les éléments en haut du graphique, le désengagement, le négativisme, je crois, et l'évitement, c'était les trois endroits où vous avez le plus positionné vos petits stickers. Et là, en fait, voilà, dans l'analyse de Prosai, les 4 formes de résistance qui ont été finalement les plus citées par les participants de la recherche sont celles de la partie haute. Donc, par exemple, là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que 81% des participants, donc les personnes qui ont été interrogées par Prosai, ont constaté une forme de désengagement. 79% parlent de négativisme ou de gens voilà, qui se plaignent, qui lancent des rumeurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines de ces résistances, en fait, sont actives et visibles, comme le négativisme ou les réactions émotionnelles. C'est quelque chose qui se voit. Et donc, c'est plus facile à détecter. Donc, une fois qu'elles sont là, vous avez voilà, des moyens, je dirais, d'agir. Et vous pouvez mettre en place un plan, justement, d'action pour gérer cette résistance. Et vous avez d'autres cas qui sont effectivement des résistances beaucoup plus passives et moins faciles à détecter. Par exemple, les solutions de contournement ou d'évitement ou l'impact sur le travail qui est un peu plus compliqué à voir. Vous pouvez avoir aussi des gens qui vont vous dire oui, je vais te rendre ce document dans les 3 semaines que tu me demandes et au final, au bout des 3 semaines, rien n'a été partagé. Donc, c'est important de faire attention justement à tous ces éléments-là. Ça va vous permettre, en plus, je dirais, de tous ces éléments-là, donc ça vous permet déjà de pouvoir vous dire à quel type de résistance j'ai affaire et finalement, c'est visible, c'est pas visible, je peux facilement agir ou moins facilement agir. Et ce qui va être important
dans une deuxième étape aussi de comprendre, c'est vraiment ce qu'on appelle la cause racine de la résistance. Et on va le voir, ce que Prosai met en avant, c'est qu'il y a deux aspects. Finalement, pourquoi est-ce qu'on résiste, hein? On va résister à la fois pour des raisons, je dirais, liées à son contexte personnel, mais aussi à un contexte organisationnel. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir ces deux axes en perspective et de voir que finalement, d'un point de vue de la gestion du changement, il y a de nombreux facteurs qui vont influencer la résistance d'un collaborateur par rapport à un changement. Donc, si je prends la première colonne de gauche, les facteurs personnels, on va voir que finalement, la résistance peut se mettre en place parce que le collaborateur a une situation personnelle, une situation familiale particulièrement peut-être délicate au moment de l'annonce du changement. Donc, ça peut être lié à des problématiques de finances, des problématiques d'âge, des problématiques de santé ou de mobilité, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des individus, vous pouvez avoir le même changement qui va avoir un impact majeur en termes de résistance sur un collaborateur, là où en fait il aura un impact mineur sur un autre collaborateur. Donc ça peut arriver que le changement en lui-même ne soit pas le problème, mais c'est parce qu'il arrive à un mauvais moment dans la vie du collaborateur. Donc ça, c'est un premier axe pour identifier, je dirais, et comprendre la résistance. Un autre facteur, vous l'avez cité, c'est aussi l'impact que ça peut avoir sur le travail. Concrètement, est-ce qu'avec ce nouveau changement, je vais devoir arriver plus tôt, plus tard, ou repartir plus tôt ou plus tard du travail? Est-ce que j'ai des nouvelles tâches qui sont plus ou moins intéressantes? Est-ce que je change de manager? Donc, tous ces éléments-là qui vont impacter le travail sont aussi des éléments à avoir en tête pour pouvoir bien comprendre d'où peut venir cette résistance. Et vous avez aussi le ressenti concernant la fiabilité des personnes qui vont communiquer sur le changement. Finalement, est-ce que j'ai confiance dans mon manager? Est-ce que j'ai confiance dans les sponsors et dans les messages qui communiquent par rapport à ce changement? Est-ce que finalement ce changement est aligné avec mon système de valeurs? Et qu'en est-il par rapport à mon historique de carrière dans l'entreprise en question ou au contraire mes plans de carrière? Qu'est-ce que je prévois de faire par rapport à ce changement? Est-ce que finalement ce changement va m'aider à avoir une position plus intéressante ou au contraire, par rapport à ce que j'avais envisagé, ça va me couper l'herbe sous le pied. Donc, c'est intéressant d'avoir en tête le profil aussi des gens et le plan de carrière du collaborateur. Et en tant que manager, vous êtes les personnes, en tout cas les managers de proximité, sont les personnes les mieux placées justement pour pouvoir creuser ce type de résistance et ensuite accompagner le collaborateur sur la gestion de cette résistance. Donc, c'est important de comprendre ce contexte personnel, mais il y a également le contexte organisationnel qu'il va falloir avoir en tête. Vous l'avez un peu mentionné aussi dans vos exemples, l'historique de l'entreprise en matière de gestion du changement. Est-ce que ça fait déjà 3 fois qu'on a lancé ce changement-là et qu'il a raté? Donc, pourquoi est-ce que la 4e fois serait un succès? Est-ce que finalement, quand on a déployé ces différents changements dans l'entreprise, les collaborateurs ont montré de la résistance? Est-ce qu'on a bien su gérer cette résistance-là? Est-ce qu'on a bien su les accompagner? Donc voilà, l'historique de l'entreprise, la culture de l'entreprise et les valeurs sont aussi très importantes et ont un impact direct sur l'apparition de la résistance. C'est-à-dire, si je suis dans une entreprise qui va bien traiter ses collaborateurs et les collaborateurs entre eux se traitent bien mutuellement, voilà, est-ce que ça va être un endroit où il y aura potentiellement moins de résistance? Si on est dans une entreprise peut-être qui favorise l'innovation et donc la prise de risque, on peut être dans une entreprise où il y aura potentiellement aussi moins de résistance. Donc en fait, plus l'entreprise est ouverte au changement, avec aussi des styles de leadership plus ouverts au changement et moins on pourra avoir de résistance. C'est intéressant aussi de regarder justement, Renaud le mensonnait, cette saturation et cette capacité d'absorber le changement. Donc, d'avoir une vision un peu globale justement en termes de portefeuille de projet, de quels sont tous les changements qui arrivent en ce moment dans l'entreprise et plus particulièrement sur mon équipe ou sur moi, et comment est-ce que je peux gérer ce phénomène de saturation, en tout cas déjà bien l'identifier pour pouvoir après se dire, il y a peut-être des priorités à avoir. Donc, tous ces éléments vont vraiment affecter notre façon de recevoir et d'accepter le changement. La question, c'est pas vraiment de savoir si on va rencontrer de la résistance au changement, mais comment est-ce qu'on va accompagner nos collaborateurs.
Donc, ce slide-là, certains le connaissent déjà. C'est voilà, la présentation de l'importance de la gestion du changement et qu'est-ce que c'est que la gestion du changement en un slide. Donc, d'un côté, vous avez en fait le volet technique, la gestion de projet qui va concevoir, développer, livrer la solution. Et il va falloir, c'est une solution qui va avoir un impact sur les processus, sur les outils, sur les rôles, peut-être même sur la structure organisationnelle de l'équipe ou de l'entreprise. Et tous ces impacts, en fait, vont plus ou moins générer de la résistance. Et ça va être important, côté volet humain, justement, d'avoir une personne en charge de la gestion du changement notamment, mais qui regarde justement les typologies d'impact et qui essaye d'identifier quels sont effectivement les mécanismes de blocage qui empêchent les gens de s'engager et d'adopter le changement. Et vous voyez, donc l'objectif étant de bien accompagner les personnes pour sortir de leur état actuel et aller vers un état futur qui est parfois effectivement incertain. Vous voyez à gauche de ce slide qu'il y a le mot raison du changement et je l'ai rapidement mentionné, mais ça va être très important en tout cas pour pouvoir anticiper la résistance, de bien travailler cette histoire du changement ou cette raison du changement. Expliquer pourquoi le changement a lieu, pourquoi il a lieu maintenant, c'est quoi le risque si on ne fait pas ce changement-là pour l'entreprise, pour les collaborateurs, pour le collectif. Et donc, c'est vraiment un élément fondamental à travailler. Et on se rend compte, quand on accompagne nos différents clients, que cette raison du changement, cette histoire du changement, elle n'a pas été suffisamment travaillée et elle n'a pas été suffisamment partagée. Et ça peut induire et impliquer justement de l'apparition de la résistance. Donc ça, c'est un élément déjà intéressant à avoir en tête. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir identifier cette résistance? Comment vous allez pouvoir les identifier? Et vous l'avez aussi déjà un peu mentionné, c'est que vous allez entendre des conversations. D'un point de vue volet technique, vous allez entendre des phrases du type le changement tel qu'il est conçu ne produira pas les résultats ou les objectifs attendus. Donc, il faut vraiment rester à l'écoute de tout ça. Des phrases comme vous l'avez déjà dit, ça ne marchera jamais, on a déjà essayé avant, ça a été un échec, le nouvel outil qui a été choisi n'est pas le bon. Voilà, donc là, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un raté aussi, si je puis dire, sur le volet technique ou sur la partie gestion de projet, vous allez aussi, bien sûr, vous pouvez être sûr que la résistance va augmenter. Et maintenant, concernant le volet humain, vous allez aussi devoir être à l'écoute pendant toutes les phases du processus de déploiement du changement, c'est-à-dire que ce soit au moment où l'annonce du changement est faite, dans la partie actuelle, donc pour gérer la transition vers le futur, mais à toutes les phases, il va falloir faire attention au comportement des personnes impactées. Dans la phase actuelle, on va avoir effectivement des gens qui vont dire, en gros, je ne vois pas pourquoi je vais changer. Aujourd'hui, j'ai bien réussi. La situation dans laquelle je suis me convient. Donc, je n'ai pas de raison de changer. En plus, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre tout ce qu'on doit faire. Donc, j'ai pas envie et je n'ai pas le temps de passer encore plus de temps là-dessus. Dans les phases de transition, vous pouvez entendre des personnes qui disent qu'il peut y avoir un changement de direction dans la phase de transition et donc que le changement proposé n'est pas le définitif. On est encore dans de l'incertain. Dans les phases futures, en fait, vous avez des personnes qui ne se projettent pas dans l'état futur parce que c'est inconnu, vous l'avez mentionné. L'inconnu fait peur, c'est encore flou et donc elles ne savent pas trop à quoi les choses vont ressembler quand ce sera fini. Donc tout ça sont des éléments qui vont vous permettre de détecter justement les résistances. Donc ce qui est important, c'est de bien écouter et de prendre en compte, de bien noter pour pouvoir ensuite bien agir par rapport à tout ce que vous entendez. Parce que finalement, et c'est ce qu'a fait ProSci, finalement, ce qui est important, c'est que les résistances vont aussi être un moyen d'identifier, vont avoir un impact en tout cas sur les risques du projet. Dire que vous allez avoir potentiellement, si plus les gens résistent, des retards au niveau du projet. Donc là, vous avez une dizaine de risques qui sont identifiés par rapport au projet si jamais on a de la résistance et puis surtout si on l'anticipe mal et si on la gère mal. Donc, ça va être important de pouvoir regarder et ça veut dire qu'il faut prendre le temps surtout de bien anticiper, de bien gérer les résistances. Donc, moi, je suis par exemple intervenue en tant que change manager ou praticien du changement chez un client qui en était à sa 3e tentative de mise en œuvre d'une solution technique spécifique qui avait déjà échoué 2 fois. Donc là, vous l'aviez mentionné, je pense, dans un de vos commentaires. Et finalement,
je suis arrivée au moment de la 3e tentative pour faire justement de la gestion du changement sur ce projet-là. Et on a passé beaucoup de temps au niveau du projet à communiquer et à démontrer ce qu'on allait faire différemment, en tout cas, sur le projet pour réussir. Donc, de bien regarder ce qui avait peut-être été mal fait la fois d'avant pour bien identifier et mettre en valeur ce qu'on allait faire de différent pour que ça marche cette fois-là et quelque part pour rassurer. Mais tout ça, hein, bien sûr, bah, ça a été voilà, du temps supplémentaire, un coût supplémentaire, en tout cas pour l'entreprise. Hop. Alors, il semble que j'ai un petit souci. On va passer pour celui-là. J'espère que les prochains pourront fonctionner. Désolée. Donc, comme je l'ai dit au début, les moyens de gestion des résistances, on a 2 axes hein, au niveau de ProSci. Il y a d'un côté travailler sur la prévention des résistances et c'est le focus de ce webinaire. Comment on va pouvoir planifier, traiter, éliminer les résistances en appliquant bien sûr la gestion du changement. Et ensuite, une fois que la résistance est là, comment est-ce qu'on peut y répondre hein. Donc ça, on le verra moins dans ce webinaire-là, mais sachez qu'il y a aussi toute cette partie réponse aux résistances. Donc, par rapport justement à la prévention de la résistance, ce qui va être très important, c'est bien sûr de travailler sur mettre en place hein, de la gestion du changement. Ça va aider en tout cas à prévenir les résistances. La gestion du changement, c'est quoi? C'est l'application d'un processus structuré et d'un ensemble d'outils pour mener le volet humain du changement afin d'obtenir le résultat souhaité. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle hein, la gestion du changement. Et ce qu'on recommande fortement, bien sûr, c'est d'intégrer la gestion du changement dès le début du projet. Et il faut le faire, bien sûr, efficacement pour pouvoir gérer ce volet humain. Et l'objectif, hein, c'est d'éviter, de limiter en tout cas l'apparition des résistances. Donc là, on va faire une étude de cas sur Finesta, qui est une entreprise que ProSci, une entreprise un peu fictive hein, que ProSci utilise. On le verra un petit peu plus loin. Et ce qui va être important, c'est que on va utiliser donc la méthodologie vraiment pour pouvoir donner un cadre et se focaliser sur l'individu. Donc, vous devez, pour ceux qui connaissent le modèle ADKAR, c'est un modèle en fait fondateur hein, de la méthodologie de gestion du changement de ProSci, qui est un modèle de changement individuel. C'est ça qui est important à avoir en tête. Donc, c'est un outil qui paraît très simple, hein, mais qui est extrêmement structurant et qu'on va utiliser justement pour travailler sur les résistances. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Finalement, on dit que tout comme le changement est individuel, la résistance aussi est individuelle. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand on va parler de gestion de résistance, on va pouvoir s'appuyer justement sur ADKAR pour donner une grille de lecture. Donc, au niveau individuel, finalement, l'idée, ça va être de se dire où en est chaque individu dans son trajet dans le changement et où est son point de blocage, hein, qu'est-ce qui fait qu'il va résister. Mais aussi, on peut faire ça au niveau collectif. Vous allez pouvoir repérer ce qu'on appelle le point de blocage de l'équipe et avoir des actions collectives pour le traiter. Et en fonction de ce que vous entendez chez chacun dans l'équipe, ça va vous donner des indications des résistances rencontrées. Donc, si on doit utiliser ADKAR pour pouvoir travailler sur les résistances, comme je disais, la résistance peut apparaître à tout moment du trajet ADKAR. Donc, le trajet ADKAR, hein, c'est chaque individu va passer par les 5 étapes pour au final adopter le changement. Donc, la première étape du trajet ADKAR, c'est ce qu'on appelle le A, awareness ou sensibilisation. Et là, on peut avoir justement des résistances qui sont liées au pourquoi du changement. Je n'ai pas compris pourquoi on mettait ce changement-là, pourquoi maintenant, c'est quoi le risque si on ne le fait pas. La sensibilisation n'a pas été faite. Et donc, on a de la résistance qui commence à apparaître. On peut avoir aussi de la résistance qui va apparaître si on n'a pas envie, au niveau de la décision de s'engager. Donc, il peut y avoir des gens qui n'ont pas envie de changer parce qu'ils ont plus de choses à perdre qu'à gagner. Dans le cadre d'un déménagement, par exemple, on perd son bureau, on était dans un bureau individuel et on doit passer en flex office. On peut avoir de la résistance au niveau du cas, qui est au niveau de la connaissance, c'est-à-dire au moment où j'ai reçu ma formation sur le changement, mais en fait, je n'ai pas compris, je ne sais pas bien comment je vais devoir faire ce changement-là. Donc, la formation n'a pas été bien faite.
Je peux avoir aussi de la résistance qui apparaît au moment du A, qui est de la mise en pratique, de l'ability du changement. Est-ce que je suis capable de mettre en pratique le changement? Et là, je me rends compte que la solution, elle est live et que finalement, même si j'ai bien été formée, que je savais où cliquer, maintenant que je suis confrontée à l'outil et que je dois l'utiliser dans mon quotidien, j'arrive pas à le faire de manière fluide. Donc là, au niveau de l'ability, on a souvent aussi beaucoup de résistance qui apparaît. Et enfin, on peut avoir de la résistance aussi au niveau du R, qui est la partie renforcement, hein, de se dire je vais continuer à faire le changement ou pas. Et là, on peut avoir des gens qui vont qui vont un peu lâcher prise et qui ne vont pas persévérer, qui vont revenir à leurs anciennes habitudes. Donc, on a comme ça hein, toute une approche avec ProSci. Je balaye très rapidement la méthodologie, mais l'objectif, ça va être dès le début, dans la phase 1, de vraiment se focaliser sur l'impact, hein, qui doit travailler différemment et de bien identifier quelles sont les personnes qui vont devoir être impactées et potentiellement, du coup, quelles sont celles qui vont devoir ou qui vont résister. Et ensuite, en travaillant aussi de manière précise sur qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme accompagnement du changement, ça va aider aussi à anticiper les résistances. En définissant l'approche dans la méthodologie, il y a ce qu'on appelle les 5 R. Je vais travailler sur les risques, je vais travailler sur les résistances, je vais travailler sur les différentes ressources dont j'ai besoin pour mener à bien mon projet et ma gestion du changement. Je vais travailler sur les différents rôles que je vais devoir activer justement pour travailler aussi sur cette résistance. Et je vais avoir besoin de mettre en place une feuille de route. Donc, avec ces 5 R, l'objectif, c'est qu'on va pouvoir avancer et l'objectif, c'est d'embarquer les gens. Donc, c'est vraiment une méthodologie qui va donner un cadre hein, pour bien travailler sur l'accompagnement du changement et ainsi, d'une certaine manière, anticiper et limiter les résistances. Donc, si je regarde maintenant, ce que je vous propose, c'est d'avoir une vue un peu plus précise sur comment est-ce qu'on peut anticiper les résistances et y répondre, bien sûr. On va regarder ça selon 3 axes. On va regarder ça selon les personnes et les groupes impactés, qui est le premier axe. On va regarder le niveau organisationnel et on va aussi se poser la question des risques liés au changement. Donc, on va balayer ensemble ces 3 éléments en utilisant justement ce dont je parlais. Le cas Finesta, donc, qui est une société hein, fictive créée par ProSci pour pouvoir, voilà, qu'il a utilisé, qu'il a créé en fait en compilant différents cas rencontrés en situation réelle. Donc, Finesta, c'est une entreprise qui a 21 ans d'existence, d'expérience, et là, qui décide de lancer un nouveau projet de changement pour le passage en environnement virtuel et hybride. Donc, ça doit résonner pour vous, hein, c'est peut-être plus ce que vous avez vécu, je dirais, l'année dernière, peut-être encore d'actualité cette année, en tout cas, peut-être la pérennisation du télétravail. Mais là, l'idée, c'est qu'on a bien, voilà, Finesta, le changement, quel est-il hein, on explique. Le changement va regrouper ses bureaux à Chicago et sur un seul emplacement dans le cadre d'un projet d'optimisation globale de l'immobilier, donc GREO acronyme. Le déménagement de bureau implique également une transition donc, vers un environnement de travail hybride permanent. Et vous, vous êtes le manager d'une équipe de 10 personnes côté service client. Et certains membres de votre équipe vont rester à distance, d'autres vont retourner au travail, voilà, et à 50 ou 100%, voilà, c'est assez variable en fonction des individus. Alors, je vais vérifier quel est mon problème. Excusez-moi, Ouais, je vais redémarrer, moi, la question sur Paul Everywhere. parce que... Touc. Voilà, je l'ai activé. Ouais, ou tu peux peut-être fermer PowerPoint et redémarrer PowerPoint, Claire, ça va peut-être t'aider, hein. Ouais, je vais peut-être faire ça, désolée. Voilà, parce qu'on me dit que la question s'affiche en tout cas correctement Ah, ça sur... s'affiche, mais du coup, ça partage pas, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Désolée. Non, pas de souci, ça va revenir. Alors, je vais refermer mon... Pardon, je vais fermer ma fenêtre complètement et rouvrir le document. Voilà. En attendant, on a une pause avec une magnifique image, donc Ouais. on fait une pause mentale. C'est ça. Ceux qui me connaissent, ça vous sait. Sinon, c'est pour information, c'est hop, hop, hop. Les Lavezzi en Corse, tout au sud à Bonifacio.
Alors, les aléas du direct, c'est pas faute d'avoir testé. Est-ce que c'est mieux? Je vais passer. Alors, je vais revenir sur le cas Finesta. OK. Hop. Est-ce que ça marche mieux? Non, ça n'a pas l'air. Est-ce que Si, tu veux... ça arrive. Oui, Ça voilà, c'est arrive. parfait. Pardon, C'est c'est bon. parfait. Alors, voilà, quel type de résistance anticipez-vous pour votre équipe dans le projet Gréo, du coup? Pas envie de retourner physiquement au bureau, souci d'inéquité effectivement entre les collaborateurs, hein, ceux à distance et ceux sur site. Les gens ne souhaiteront pas déménager, pas de place dédiée, perte du team spirit effectivement entre les 10 collaborateurs. Pourquoi lui à distance et pas moi? Ah bah oui, partage des critères de choix, démotivation. Jalousie entre les collaborateurs, ce qui rejoint un peu le pourquoi lui et pas moi. Injustice entre ceux qui vont au bureau et ceux qui restent à distance. Perte de communication, on y revient. Voilà, le manque d'envie de retourner au bureau. Derrière, qu'est-ce qu'on peut savoir voilà, comme résistance? Est-ce que c'est voilà, pas envie de perdre du temps dans les transports, pouvoir être plus efficace en restant à la maison, pas d'espace chez moi? Voilà, il y a aussi ce côté-là pour travailler confortablement, alors que d'autres voilà, se sentent peut-être plus à l'aise chez eux qu'au travail, plus de trajets, pourquoi lui, pas moi, des missions. Ça en fait beaucoup. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est à la fois effectivement des comportements, certainement des phrases qui sont dites. Et, et c'est intéressant de voir les différences de traitement. Et donc, une façon de justement de pouvoir capter avec réunion hybride difficile à gérer, ça c'est surtout aussi effectivement pour le manager, hein, tout à fait, le perte de confiance entre les membres de l'équipe, problématique d'efficacité. Voilà, on est encore sur des sujets voilà, qui sont aussi très personnels hein, et liés aussi au collectif de l'équipe, à la dynamique collective, je voulais dire, pardon. Et donc, ce qui va être intéressant justement par rapport à ce type de résistance, hein, c'est de travailler, je vais continuer du coup, sur voilà, identifier ces fameux utiliser ADKAR pour identifier les types de résistance anticipées. Et donc, c'est ce que je vous ai déjà partagé, hein, c'est en réalisant, la recommandation, c'est de se dire, en réalisant le profil ADKAR de vos collaborateurs ou des personnes impactées, vous allez pouvoir identifier le point de blocage. Alors, qu'est-ce que c'est que le point de blocage? Donc, c'est en fait quand on fait un baromètre ADKAR ou qu'on essaye d'évaluer justement le profil ADKAR d'une personne, c'est d'arriver à évaluer entre 1 et 5, généralement c'est voilà, un score qui est donné par ProSci, hein, pour essayer d'évaluer justement où en est la personne, soit de sa compréhension du changement, soit de sa décision de s'engager dans le changement, soit si elle a bien toute la connaissance qui va bien pour justement réussir dans le changement. Est-ce qu'elle se sent capable aussi de mettre en œuvre le changement et est-ce qu'il y a des actions de renforcement qui sont en place pour aider la personne à continuer à utiliser le changement? Et donc, en fonction du score que vous allez avoir un diagramme comme ça, un profil qui va vous permettre d'identifier le point de blocage. Le point de blocage étant le premier élément de la séquence que vous rencontrez qui est normalement inférieur ou égal à 3, donc qui est inférieur ou égal à la partie neutre ici sur la copie. Donc, ça peut vous donner une indication justement de à quel endroit mon collaborateur il est bloqué. Et du coup, pouvoir avoir une action très spécifique par rapport à ce point de blocage. Si vous avez plusieurs collaborateurs qui sont bloqués sur la partie, par exemple, awareness, là, vous allez pouvoir aussi travailler de manière potentiellement collective. Donc, ce qui est intéressant, c'est là l'idée de peut-être faire un petit exercice, en tout cas mental, hein, de vous dire, on a effectivement des collaborateurs qui doivent passer au travers d'un changement et je vais essayer de mettre en place ce qu'on appelle, nous, un plan de gestion des résistances par personne ou par groupe. Donc, je vais identifier soit une personne ou soit un groupe, voilà, les acheteurs qui sont impliqués par le déploiement de SAP, par exemple, et je vais soit envoyer un questionnaire, soit poser des questions en face à face, hein, en direct, essayer d'identifier quel est le point de blocage de ce groupe ou de cette personne
Je vais aussi regarder finalement quel est le type de comportement que je vois, qu'est-ce que j'entends, hein. Vous avez déjà partagé beaucoup d'informations sur le sujet et de bien creuser, de me dire, bah, finalement, s'il dit ça, c'est quoi la cause derrière? Voilà. Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude? Est-ce qu'il y a le changement de rôle qui le perturbe, et cetera? Et à partir de là, de réfléchir de manière très pragmatique à quelles sont les tactiques que je peux mettre en place, les actions que je peux mener. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans ce plan de gestion des résistances, c'est aussi de se dire, bah, qui est-ce qui va pouvoir m'aider? Qui est-ce que je vais devoir activer? Hein, quelle est la personne ou le rôle que je vais devoir activer pour aider à gérer cette résistance-là? Typiquement, si j'ai un ensemble de collaborateurs qui sont bloqués au niveau de la sensibilisation du changement, si je dois prendre cet exemple-là, j'ai pas compris pourquoi le changement a lieu, eh bien, en tant que manager, par exemple, je vais faire appel au sponsor, qui est normalement la personne qui est censée travailler justement sur cette sensibilisation et sur cette histoire du changement qu'on a vu un peu plus tôt avec les 2 flèches que je vous ai présentées. Et donc, cette histoire du changement, elle a mal été comprise. C'est pour ça que les gens sont bloqués au niveau de l'awareness. Et la personne que vous devez activer, en tout cas, c'est le sponsor qui va revenir expliquer à l'équipe, en tout cas, bah, quelle est la raison du changement, pourquoi est-ce qu'on fait ce changement-là, organiser peut-être des sessions de questions-réponses avec le sponsor. Ça va être voilà, une action concrète pour aider les personnes qui sont bloquées au niveau de la sensibilisation à mieux comprendre le pourquoi. Donc, ça, c'est vraiment voilà, un petit exemple, en tout cas, qui va vous permettre d'activer les bonnes personnes et d'analyser bien la résistance, soit au niveau individuel, soit au niveau des groupes, parce qu'on a les mêmes résistances pour un même groupe. Un autre axe, et peut-être que les personnes qui ont suivi nos formations connaissent ce slide-là, c'est un axe qui met en lien le rôle du manager et comment il peut jouer et travailler sur l'accompagnement des collaborateurs dans leur trajet ADKAR et donc dans l'adoption du changement. Ça, c'est aussi un outil intéressant pour pouvoir justement faire avancer l'équipe dans le changement et travailler sur les différents points de blocage. Donc, en tant que manager, vous avez 5 rôles à mener, à avoir pour accompagner le changement individuel de vos collaborateurs, qui sont communicateurs, liaison, ambassadeurs, responsables de la gestion des résistances et coach. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez activer votre casquette de communicant pour pouvoir aider les collaborateurs à répondre à la question, bah, pourquoi on fait ce changement-là? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Et c'est quoi l'impact sur moi? Donc, c'est vous qui allez porter ces messages-là, qui auront été développés par l'histoire du changement par le sponsor, et que vous allez devoir cascader de manière pragmatique et assez opérationnelle auprès de vos collaborateurs. Et ça va, avec ce rôle de communication, ça va aider vos collaborateurs à passer au travers de leur sensibilisation par rapport au changement et donc du coup ensuite à moins résister parce qu'ils auront compris pourquoi. Ensuite, en faisant preuve d'engagement, en étant un peu ambassadeur du changement, vous allez promouvoir le changement, vous allez jouer un peu ce rôle de modèle puisque vous êtes le manager de l'équipe. Vous allez aussi aider les collaborateurs à prendre leur décision de s'engager dans le changement et ils vont mieux comprendre aussi ce qu'ils peuvent y gagner ou ce que l'équipe peut y gagner dans le changement. Et donc ça va permettre aussi d'anticiper, de limiter l'apparition des résistances. Il va falloir aussi, à ce moment-là, identifier, puis traiter les résistances que vous commencez peut-être à percevoir et les traiter souvent en individuel, parce que la résistance de l'un n'est pas la résistance de l'autre. Il peut y avoir des éléments communs, mais ça peut être sur certains sujets intéressant d'avoir ces relations individuelles. Et ensuite, une fois que les collaborateurs ont décidé de s'engager dans le changement, vous allez avoir une casquette de coach ou de guide, plutôt dans ce sens-là, pour accompagner le changement. Donc, vous allez mettre en place des formations, les accompagner justement pour qu'ils puissent développer leurs compétences, soutenir leur savoir-faire et puis pratiquer le changement en soutenant l'exécution. Tout ça, ça va aider les collaborateurs à passer au travers de leur ability aussi du changement. Et enfin, à ne pas négliger et sur lesquelles travailler. Et souvent, il y a des choses justement, qu'on oublie de faire, en tout cas, pour renforcer le changement. Il va falloir aussi travailler sur la pérennisation du changement, célébrer les succès pour éviter d'avoir une entreprise qui est liée à qui développe plutôt une
des échecs autour des changements. En célébrant les succès, on va certainement aussi mettre en place une culture plutôt positive dans l'entreprise de les choses avancent, les choses progressent et on reconnaît le succès. En récoltant bien sûr le feedback pour pouvoir avoir des actions correctives et améliorer les choses. Donc, c'est vraiment là-dessus, en tout cas, que je dirais, le travail est important et le manager a vraiment ce rôle de gestionnaire des résistances. C'est lui, puisqu'il est le plus proche des collaborateurs de l'équipe, qui va être amené à traiter de manière très pragmatique les résistances. Et ce que nous dit la recherche de Process, c'est intéressant, c'est qu'il y a près de 2 participants sur 3, donc 63% des personnes, qui ont déclaré que leur organisation, leur entreprise n'avait pas bien préparé les managers justement à accompagner le changement et à accompagner leur équipe. Donc c'est important en tant que praticien du changement aussi de travailler avec les managers pour les aider à gérer les résistances auprès des collaborateurs. D'autres résultats, et vous allez voir qu'on revient aussi un peu à Adcar, c'est que quelles sont les principales raisons de résistance à la fois des collaborateurs et des managers. On voit que la première cause de résistance pour les collaborateurs, c'est le manque de sensibilisation à la raison du changement. Donc, on en revient toujours à cette histoire du changement. Pourquoi on fait ce changement-là? Et on voit également côté manager que ce manque de sensibilisation, après la problématique de la culture de l'entreprise dont on a déjà parlé, est aussi la deuxième cause de résistance des managers. Donc, en travaillant bien sur cette sensibilisation, sur cette communication, sur cette histoire du changement, déjà, vous allez limiter en fait l'apparition des résistances. Et là, on voit effectivement auprès des collaborateurs d'autres causes de résistance. Une résistance qui peut être spécifique au changement en lui-même, la peur, vous l'aviez mentionné, le manque de soutien de la direction du leadership et aussi le manque d'implication dans le changement. C'est pour ça que c'est aussi très important pour travailler sur cette résistance d'impliquer au maximum les collaborateurs pour qu'ils aient leur mot à dire, j'allais dire, dans le processus de déploiement du changement. Quand on se sent impliqué, voilà, on voit que les choses ont été, certaines choses, pas forcément toutes, ont été prises en compte et donc on contribue à limiter la résistance. Et les pourcentage que vous avez là, c'est plus pour mettre en avant le fait que dans 50%, que voilà, les praticiens du changement qui ont été interrogés ont indiqué qu'en gros, plus de la moitié des résistances qui ont été rencontrées de la part des collaborateurs auraient pu être évitées si on avait effectivement travaillé sur la gestion du changement, sur la gestion d'un plan de résistance. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'en travaillant sur cette sensibilisation, on peut vraiment anticiper et limiter la résistance. Bon. Je vais passer. Ce qui est important, et donc l'exercice que je voulais vous faire, mais c'est pareil, c'est de se dire, si vous êtes manager, le message que je veux vous faire passer, c'est que c'est important aussi de faire une certaine introspection et de vous dire, moi, je suis en fait avant tout un collaborateur impacté. C'est pour ça que vous avez un double défi à gérer. Vous devez d'abord vous engager dans le changement spécifique et passer votre propre ADCAR pour pouvoir après embarquer correctement votre équipe et l'aider à traverser correctement le changement en endossant justement ces 5 rôles Clark que j'ai mentionnés juste avant. Donc, c'est intéressant de vous poser au moment de l'annonce d'un changement, de vous poser et de vous dire finalement quelles sont moi mes propres résistances à moi par rapport à ce changement-là. C'est un peu comme quand on est dans l'avion, quand il y a le masque à oxygène qui tombe, j'espère que ça n'est arrivé à personne, et quand le masque à oxygène tombe, voilà, vous devez d'abord vous l'appliquer à vous avant de l'appliquer à la personne qui est à côté. Et bien là, c'est pareil, pour pouvoir mieux accompagner l'équipe et du coup aussi mieux gérer les résistances, c'est d'abord important de bien comprendre les vôtres. OK ? Le plan du coup de gestion des résistances, maintenant par niveau. Donc, c'est le deuxième axe dont on peut parler. C'est de se dire, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est pareil de se dire, on a potentiellement des personnes qui sont impactées, donc les collaborateurs, on a des managers de proximité et on a aussi les dirigeants et
les CEO, les directeurs. Donc ça fait partie des rôles clés qui sont identifiés par ProSci au niveau de la transformation. Et là, de la même manière, hein, vous allez travailler sur quelles seraient les causes racines de la résistance. Donc là, vous avez celles qui ont été en tout cas identifiées par ProSci. J'en ai déjà partagé quelques-unes. Et vous allez aussi vous dire, voilà, pour ce groupe-là, quels sont les types de résistance que je peux anticiper? Quel type de tactique je peux mettre en place? Et pareil, qui est la personne la plus importante à activer pour m'aider à travailler sur ces résistances-là? Et lui dire qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour travailler sur ces résistances. Donc, dans la 12e édition de la recherche de Prosaï, c'est intéressant de noter qu'il y a deux groupes qui sont les plus résistants au changement. Les managers intermédiaires, 39% des participants à la recherche, ce sont les managers intermédiaires qui sont les plus résistants, et aussi les collaborateurs pour 27% des participants. Donc, c'est tout à fait pertinent de travailler sur l'anticipation des résistances par rôle. Donc, c'est un deuxième niveau de réflexion que vous pouvez faire pour pouvoir mettre en place votre plan de gestion des résistances. Et le troisième axe que je vous proposais de regarder, c'est cette évaluation des risques, justement, dans l'approche ProSci. L'idée, c'est de pouvoir dimensionner justement les efforts de gestion des résistances que vous allez avoir à faire. Et en évaluant d'un côté, finalement, les caractéristiques du changement, est-ce que vous avez un grand changement à déployer qui impacte beaucoup de personnes? Est-ce que vous avez beaucoup d'entités qui sont impactées d'un côté? Voilà. Et de l'autre côté, c'est surtout ça qui va générer potentiellement aussi, ou voir si on a potentiellement de la résistance qui va arriver, se dire quels sont les attributs organisationnels de l'entreprise. Est-ce que les personnes dans mon organisation sont satisfaites de l'état actuel ou non? Ça va donner une idée de la perception du besoin de changement par les personnes impactées. Comment l'entreprise a géré ces changements antérieurs? Voilà, est-ce que ça a été des succès, des échecs? On a déjà mentionné. Quel est le niveau de saturation? Est-ce que j'ai beaucoup de changements qui arrivent en même temps ou pas du tout? Est-ce que ma culture d'entreprise est plutôt ouverte au changement ou plutôt fermée au changement? Quid des styles de leadership? Est-ce qu'on est plutôt sur une répartition du pouvoir centralisée, décentralisée? Quelles sont les compétences aussi de mes managers en gestion du changement? C'est quoi le niveau de maturité de mon organisation en gestion du changement? Et en remplissant, j'allais dire, ce questionnaire, vous allez pouvoir identifier où se situe le risque de votre projet. Et en fonction de l'endroit où il se situe, vous allez avoir plus ou moins, j'allais dire, de résistance à gérer et un effort plus ou moins important en gestion du changement à mettre en place. Donc, ce sont aussi des axes qui vont vous permettre d'anticiper les résistances. Donc, les trois axes qu'on a vus vont normalement vous aider à anticiper les résistances et éviter qu'elles apparaissent. Travailler sur les groupes impactés, identifier les points de blocage, regarder au niveau de l'organisation pourquoi est-ce qu'on a ces résistances par justement les collaborateurs d'un côté, les managers ou les dirigeants, et aussi quel est le risque de mon projet et aussi voilà, quelle est la culture de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est autant d'éléments qui vont vous permettre d'identifier et de capter ces résistances pour pouvoir les traiter. Comme je le disais, voilà, le webinaire ne se focalise pas dessus, mais il y a aussi ce deuxième axe qui est qu'une fois qu'on a ces résistances, même si on a mis en place tout ce plan de prévention des résistances, on va en avoir qui vont apparaître, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme tactique? Et là, on a voilà, cette approche généralement où on a un ensemble de tactiques qui peuvent être utilisées quand la résistance voilà, devient durable ou persistante. ProSci a identifié une dizaine de tactiques pour pouvoir éviter qu'elles deviennent pérennes dans l'entreprise. Généralement, c'est des tactiques voilà, qui apparaissent au moment du go live du projet. On peut les mettre en place. Là, on a vraiment des résistances qui sont visibles. Mais voilà, ce n'est pas le sujet forcément de ce webinaire. Donc, ce que je dirais en fait en conclusion, pour résumer, je déborde un petit peu, c'est que la résistance, comme je vous l'ai dit, elle est inévitable. Il faut l'anticiper au maximum. Mais comme on l'a vu, plus de 50% des résistances auraient pu être évitées si on avait déjà fait une bonne sensibilisation, un bon accompagnement du changement. Donc, ça vaut le coup de l'anticiper et d'anticiper le plus tôt possible justement ce phénomène de résistance. Et en travaillant aussi sur ses propres résistances à soi, on pourrait se dire, tiens,
Globalement, ça peut être des résistances que mes collaborateurs ou mes pairs vont aussi avoir. Donc, essayons de travailler sur ce plan de gestion des résistances. On l'a dit, une bonne connaissance aussi des collaborateurs est clé pour anticiper les résistances, en travaillant notamment sur l'identification du point de blocage à quart. Ça va vous aider aussi à déceler les causes de la résistance et à ajuster peut-être des plans de coaching individuels ou collectifs pour l'équipe. Donner du sens, sensibiliser sur la raison du changement, donc engager le sponsor à le faire, ça, c'est pas suffisamment fait. Donc, c'est vraiment aussi un point d'attention que je voudrais noter. Donc, travailler sur cette histoire du changement impactante et impliquante, c'est vraiment clé et ça a un vrai impact. Et bien sûr, écouter les résistances. Chacun a son rôle à jouer dans cette prévention des résistances. Et vous, en tant que praticien du changement, votre rôle, c'est quelque part d'activer le bon rôle au bon moment. Je termine. Renaud, je te passe la main. Merci Claire. Je répondais à quelques questions dans le chat. Et ben oui, voilà, vu qu'il est déjà 14 heures, ben je propose qu'on aille peut-être rapidement à quelques questions. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais vous pouvez toujours continuer à les poser et on essaiera d'y répondre soit individuellement par mail, soit à travers une conversation téléphonique éventuellement plus tard. Euh, donc, il y avait, oui, quelqu'un posait la question, parce qu'on sait que le changement se passe au niveau individuel et que si on veut modéliser les choses selon la méthodologie ProStyle, il y a 10 aspects qui concernent le job d'une personne et à travers ces 10 aspects, le travail de la personne peut être affecté, en tout cas son job. Est-ce que cette grille des 10 dimensions d'impact est utilisée dans le cadre de l'analyse de résistance? C'est-à-dire qu'on essaie de voir, enfin, est-ce que cette analyse porte là-dessus aussi? Oui, alors en fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, les 10 natures d'impact permettent de bien identifier sur quelle dimension la personne va devoir changer, c'est ça que ça veut dire, et donc potentiellement sur laquelle elle peut résister. Et en évaluant le degré d'impact sur chacune des dimensions où elle est impactée, le rôle, le processus, ça va permettre en fait aux praticiens du changement de travailler sur l'identification, quels sont finalement les principaux messages clés ou les principaux bénéfices que je peux mettre en avant pour rassurer la personne, en fait. Donc, si la personne est impactée au niveau de son rôle, donc ça, c'est souvent, on l'a vu aussi, ça fait partie des causes de résistance, les premières causes de résistance du collaborateur. Quand il y a un impact sur le rôle, ça va être important si on l'identifie dès le début, de pouvoir bien travailler justement sur la description du nouveau rôle à jouer, sur les principales tâches que la personne va devoir faire, ce qu'elle faisait avant, ce qu'elle ne fera plus maintenant, ce qu'elle va faire après et ce qui est nouveau, ce qu'elle fait en moins, voilà, et en essayant d'identifier potentiellement ce qu'elle va y gagner en fait. Donc, en travaillant sur les impacts de manière précise, ça permet aux praticiens du changement de travailler aussi sur quels sont les bénéfices que je peux mettre en avant et les messages clés que je peux communiquer ou que je peux faire communiquer après par le manager auprès du collaborateur qui sera impacté là-dessus. D'accord. Donc, c'est un axe Alors, intéressant de lecture, tout à fait. alors, il y avait encore une autre question qui relève plutôt du plan de la communication et dans l'anticipation des résistances, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une recommandation de prévoir des communications qui soient ciblées en fonction des différents groupes qui sont affectés, puisque probablement la résistance anticipée d'un groupe, enfin, la nature de la résistance anticipée sur un groupe sera probablement pas la même de celle d'un autre groupe. Est-ce que à ce niveau-là, puisque la communication est celle qui émane du sponsor dans un premier chef, et puis celle qui va aussi émaner des managers, est-ce que c'est une bonne idée de la segmenter quelque part? J'allais dire oui. Pour moi, c'est une recommandation importante parce que plus on a identifié les groupes impactés, plus on comprend en fait, l'idée c'est ça, comment ces groupes-là vont être impactés et du coup aussi on va pouvoir creuser quelles sont potentiellement les résistances qu'on va avoir sur un groupe qu'on n'aura peut-être pas sur les autres groupes. Donc c'est tout à fait pour moi recommandable de pouvoir communiquer au plus tôt. Voilà. Après, c'est pas forcément évident de le faire dès le début du projet, mais dès que l'analyse d'impact est déjà, pour moi, c'est un élément critique, l'analyse d'impact, dès qu'elle est bien faite, en tout cas, et qu'elle a mis en place, elle a identifié 10 groupes, mais c'est bien de pouvoir adapter le message
en fonction de ces 10 groupes. Ceci étant, il faut garder en tête cette fameuse histoire du changement hein, qui doit être globale et la même, je dirais, en tout cas au niveau sponsor et CEO, qui doit être la même pour tout le monde, pour engager tout le monde. Et c'est après, quand ça redescend dans l'organisation, qu'on rajoute des éléments plus contextuels d'avancement du projet et des choses plus pragmatiques parce que le manager va rajouter aussi sa vision de comment ça va impacter l'équipe. Et c'est ça aussi qui va faire la richesse de la communication vraiment personnalisée. Ok, très bien. Ben, comme il est déjà 14h08, ben, je propose d'en rester là. Je prendrai note des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on essaiera au mieux de revenir vers chacun d'entre vous. Donc, merci Claire de nous avoir présenté le sujet sur la gestion des résistances aujourd'hui. Si certaines de vos questions sont restées sans réponse, donc comme je vous disais, ben, voilà, on y reviendra. Alors, avant de prendre congé, je voudrais vous soumettre un tout petit questionnaire. Voilà, donc je vais l'afficher. Donc en principe, vous devriez le voir. Donc voilà, pendant que je vous donne quelques informations complémentaires en fin de webinaire, bien si vous pouviez avoir la gentillesse de répondre à ces quelques questions, ben, ça nous permettra aussi éventuellement, si vous aviez des besoins particuliers, ben, de revenir vers vous de façon pertinente. Et si pas, ben voilà, de ne rien faire. Voilà, je voudrais simplement vous dire que donc l'enregistrement de cette session ainsi que les diapositives du webinaire seront mises à disposition sur notre site web dès le début de la semaine prochaine. Et par ailleurs, vous recevrez un mail de synthèse lundi et les liens vers l'enregistrement et vers le lieu où vous pourrez télécharger les slides sera inclus dans ce mail-là. N'hésitez pas à partager évidemment avec quelques collègues qui pourraient être intéressés. Voilà, si vous êtes intéressé par le sujet et voulez un peu approfondir, n'hésitez pas à visiter notre blog. Il y a une série de ressources complémentaires et d'articles de cas qui ont été écrits et qui traitent du sujet de la résistance. N'oubliez pas aussi dans le petit mail que je vous enverrai lundi de remplir le questionnaire de satisfaction. C'est toujours pour nous une source de motivation et une source importante pour nous améliorer dans le futur. Et il me reste aussi à vous rappeler les thèmes des 2 prochains webinaires qui arrivent. Le 29 septembre, nous aborderons justement la mobilisation des sponsors. Vous avez compris aujourd'hui combien le rôle du sponsor est important dans une conduite du changement réussie et que si le sponsor ne joue pas son rôle, il risque d'être lui-même une grosse source de résistance. Donc voilà, savoir mobiliser un sponsor est souvent un challenge très très important rencontré par les change managers. Et donc voilà, on vous donnera quelques trucs et astuces pour arriver à obtenir que cette personne remplisse son rôle. Ensuite, le 13 octobre, nous reviendrons sur un sujet qui connaît toujours beaucoup de succès, qui est l'introduction à la conduite du changement en mode agile. Voilà. Et Dieu sait que l'agilité est un sujet et un thème très très important et très récurrent. Eh bien voilà, on donnera un petit coup de projecteur sur comment appliquer la conduite du changement quand on travaille en mode agile, parce que l'organisation des projets n'est effectivement pas tout à fait la même que dans un mode classique ou waterfall, pour utiliser un terme technique général. Voilà. Les formulaires d'inscription ne sont pas encore présents sur le site. Ils devraient l'être début de la semaine prochaine. Donc, un petit peu de patience. De toute manière, vous recevrez probablement, si vous êtes inscrit à notre newsletter, bien, vous recevrez une invitation dans les semaines qui viennent. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un très bon week-end et au plaisir de vous accueillir dans le futur à l'une de nos prochaines sessions. Au revoir. Au revoir, merci à tous.